Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré la situation un peu particulière qui nous touche depuis quelques jours. Donc comme vous le savez, on va être amené à beaucoup moins se voir dans les prochaines semaines, donc j'ai décidé de vous envoyer un peu sous forme de petits podcasts, de petites vidéos, les diapos, les choses que j'aurais dû vous montrer en classe, et dans le but avant tout de vous expliquer ce que je vous envoie en tant que trace écrite, puisque vous l'avez vu, je vous ai envoyé un PDF avec le cours. Je vous conseille de l'imprimer ou de l'avoir sous les yeux, afin que je puisse vous expliquer en fait ce que j'aurais dû vous expliquer en classe, c'est-à-dire les différentes parties de la leçon qu'on va étudier ici. Alors, si vous vous rappelez bien, avant votre bac blanc, on avait commencé la leçon numéro 2 sur la grosse thématique sur l'Amérique. Et notre leçon numéro 2, elle parlait de États-Unis-Brésil, quel rôle mondial. On avait fait le petit 1, on en était resté là. Et on va passer ensemble au petit 2, qui s'intitulait Deux pays d'immigration. Alors la chose que je vous ai précisée dans ce cours, comme vous le voyez, d'ailleurs c'est l'objet de la première flèche, c'est d'abord rappeler que ce sont donc des pays qui ont une population importante, 327 millions aux États-Unis, 209 millions au Brésil. Sachez que l'évolution elle est quand même importante, puisqu'il y a 4 à 5 ans, on faisait noter aux élèves 312 millions, alors qu'on est passé à 327, je vous le rappelle, aux États-Unis. Et au Brésil, on faisait noter 196 millions et on est passé à 209 millions. Donc c'est une croissance de population qui est assez importante, et en fait dans les deux cas, États-Unis comme Brésil, c'est surtout lié à un apport migratoire important. Donc c'est-à-dire que vous avez une immigration forte qui gagne les deux pays. Alors évidemment les États-Unis c'est quelque chose que vous connaissez bien, c'est le pays qui reçoit le plus de migrants dans le monde, c'est donc le premier pôle d'immigration mondiale, et évidemment c'est une immigration qui vient, on le sait en général, d'Amérique du Sud, mais pas seulement. Il y a aussi une immigration qui vient un peu plus d'Europe, et une immigration qui en général n'est pas qu'une immigration de misère, on a une immigration également d'élite. Ça, on en reparle juste après. Alors le Brésil, quant à lui, je vous ai préparé une petite vidéo que je vous invite à regarder juste après, a une immigration un petit peu autre qui vient essentiellement de ses voisins. Je vous invite à regarder notamment ce type d'immigration. O carro chega ali em cima, viu? O carro chega e estaciona ali. Lo que hacemos es pescar y agarrar ese pescado y vender los pescados y luego comprar alimentos en supermercados, que hoy en día no se consigue, no se encuentra, pues, ni tampoco medicina. Entonces por ese motivo venimos para acá buscando una vida, una condición mejor. En Venezuela no tenemos comida, nada, no tenemos comida, no tiene alimento, no tiene, sí tiene, pero no puede comprar, no tenemos dinero para comprar. Voilà, donc dans la vidéo que je viens de vous montrer, vous avez vu que, par exemple, l'exemple vénézuélien est assez bon, puisque on voit que lorsque il y a comme ça une crise politique ou une misère plus importante dans les pays voisins, ces migrants n'hésitent pas à gagner. Bon, alors soit les États-Unis, on le voit sur cette image que je vous montre à l'écran, voilà ici, mais aussi vous voyez une migration qui va toucher le Brésil. Le Brésil, c'est effectivement un pays qui a lui aussi un apport migratoire important, mais en général, c'est une migration qui, elle, effectivement, est un peu plus liée à des difficultés économiques ou sociales des pays voisins. Il ne faut pas oublier, je vous l'avais dit pour les États-Unis, c'est l'objet de la seconde flèche de votre cours, une immigration qui est davantage liée aux universités, aux centres de recherche. Les États-Unis en général voient cette migration plutôt d'un bon œil, puisque c'est une migration de cerveau. On se rappelle qu'on avait déjà appelé ça en classe brain drain. Et donc cette fuite des cerveaux vers les États-Unis leur permet d'avoir des performances qui sont souvent très intéressantes, notamment, regardez, un chiffre qui parle de lui-même, c'est le nombre de Nobel qu'on a attribué par pays. Alors, le lien entre migration et prix Nobel, c'est simplement dire que
Évidemment, on a beaucoup de chercheurs qui gagnent les États-Unis, on a beaucoup d'étudiants en général très bons, l'élite de nombreux pays qui gagnent les États-Unis parce qu'ils ont des universités prestigieuses, et on voit très bien que ça leur permet ensuite d'avoir des performances, notamment en termes de recherche, de sciences, assez importantes. Donc le nombre de Nobel par pays est assez parlant et peut être intégré dans ce petit 2 qui parle des pays d'immigration. Pour le petit 3, évidemment, on va parler des modèles culturels, et ce sont des modèles culturels qui sont de diffusion mondiale et continentale. C'est évidemment l'objet de notre petit 3, et donc c'est votre titre. Alors, pour ce qui est des films et de la télévision, évidemment, les États-Unis sont largement en tête dans le monde. Vous savez que, regardez par exemple par ce classement, je vous invite à aller sur cette page Wikipédia qui vous liste les 50 plus gros succès du box-office mondial. Là, je n'ai capturé que les 15 premiers, mais si vous regardez les pays d'origine, à chaque fois, on retrouve les États-Unis. Effectivement, ils ont, vous le savez, une force de frappe culturelle par leur télé, par leurs séries, par leur cinéma, qui leur permet d'exister et de s'imposer partout sur la planète. Alors beaucoup de choses avaient déjà été vues sur le chapitre qui parlait des États-Unis en histoire chemin de puissance, et on rappelait que tout cela faisait partie d'un soft power important américain. Et un terme ici important qu'on peut ici utiliser, c'est dire que finalement toute cette culture mainstream, c'est-à-dire toute la culture un petit peu majoritaire qui s'impose dans le monde, en général, les tendances de cette culture sont imposées par les États-Unis. Donc évidemment, nos cas personnels, vos préférences de séries sur Netflix ou autres peuvent en témoigner. Alors évidemment, la question vient maintenant se poser concernant le Brésil. Est-ce que le Brésil a comme ça un soft power important? Alors évidemment, si on pense par exemple au carnaval de Rio, oui, on sait que le Brésil brille également dans le monde par des aspects culturels. On peut évidemment parler du football, par le rayonnement de certaines stars footballistiques brésiliennes, évidemment Neymar, Thiago Silva, etc. Et puis, un petit peu moins connu pour nous, c'est les fameuses telenovelas brésiliennes. Alors, elles se vendent en fait plutôt bien dans le monde, mais pour un public qui a moins de moyens, alors en général plutôt en Afrique, en Europe de l'Est. Et ces séries brésiliennes, en général, permettent au Brésil également de diffuser leur culture et pourquoi pas aussi leur langue. Donc on a ici un modèle culturel qui peut se diffuser, alors évidemment au niveau continental de manière très importante. En Amérique du Sud, on aime beaucoup les telenovelas, mais je vous l'ai dit, pas uniquement au niveau continental, au niveau mondial également, même si vous n'êtes pas fan de telenovelas, à moins que je me trompe, auquel cas il faudra me dire quelle est votre telenovela préférée. Mais voilà, vous savez que ces telenovelas leur permettent aussi dans le monde de diffuser un certain modèle, une culture brésilienne qui vous échappe peut-être, mais qui est quand même tout à fait importante. Alors je vous invite maintenant à passer au grand 2 de la leçon, où on va comparer États-Unis-Brésil en montrant que ce sont deux puissances qui sont inégales, et ça se voit particulièrement bien dans notre petit 1 en montrant qu'ils ont une force diplomatique et militaire qui est très inégale. Alors évidemment, si on parle uniquement du point de vue militaire, on sait que les États-Unis dominent largement la compétition mondiale. Ils ont la première armée mondiale, le premier budget militaire mondial, et vous savez que contrairement à ce qu'on vient de voir pour la culture où on parlait de soft power, on parle ici de hard power. Alors c'est évidemment quasiment la seule puissance qui a cette capacité, vous le voyez, d'intervention, de projection partout sur la planète, avec la première flotte aéronavale mondiale, le premier réseau de bases militaires établi dans le monde. Évidemment, ils ont un rôle majeur au sein de l'OTAN, et on ne peut pas en dire autant du Brésil. Alors, le Brésil, si on retrouve ce classement qui date de 2016, vous voyez que on le trouve un petit peu loin au niveau des budgets militaires mondiaux. Ils ont une armée qui continue à s'améliorer. Ils ont un équipement qui est en cours d'amélioration, mais clairement, il y a ici des armes qui leur manquent, et ils n'ont pas la même force de frappe que les États-Unis. Alors, d'un point de vue diplomatique, là, de manière un petit peu identique, le Brésil et les États-Unis n'ont pas du tout le même poids. On le sait, les États-Unis, d'abord, sont l'un des 5 membres permanents qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc ils ont ce fameux droit de veto. On sait aussi qu'ils sont les principaux contributeurs de l'ONU, avec de nombreuses agences, et le premier réseau d'ambassades de la planète, c'est-à-dire que les ambassades américaines sont les plus nombreuses à s'être installées dans de nombreux pays du monde. Alors pour le Brésil, c'est à nuancer.
longtemps, on a admiré ce pays par sa volonté de non-ingérence. C'est-à-dire que c'est un pays qui ne cherche pas à se mêler des affaires des autres. Alors vous savez que pour les États-Unis, le constat est un petit peu autre et qu'on l'a longtemps surnommé gendarme du monde dans leur volonté d'imposer leurs règles ou en tout cas de vouloir imposer un certain ordre mondial donc qu'ils avaient défini auparavant. Alors pour le Brésil, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt un pays qui ne cherche pas forcément à intervenir, mais qui a quand même de l'influence et qui longtemps a été un pays médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait régler les conflits. Ils se sont même à un moment investis dans la cause du Moyen et Proche-Orient, mais en vain, ils n'ont pas réussi mieux que d'autres pays. Donc ils avaient aussi été présidés par ce personnage qui s'appelle Lula, qui est surnommé Lula, qui avait été élu par le magazine Time comme le personnage le plus influent de l'année. Mais comme vous le voyez, cette publication, elle date de 2010. Alors entre-temps, pour la petite histoire, Lula a fait un petit passage en prison pour une histoire de corruption. Bon, je vous invite à rechercher des choses si vous voulez là-dessus. Mais donc, vous voyez que déjà là, cet impact diplomatique, cette influence diplomatique qu'avait Lula, rien que par son emprisonnement, est un petit peu remise en cause. Et puis, vous savez aussi que diplomatiquement, dernièrement, on a l'arrivée de ce président Bolsonaro qui a une influence qui est tout autre et qui fait un petit peu changer les choses quant à l'image du Brésil sur son rôle international. Est-ce que diplomatiquement, avec un président comme Bolsonaro, le Brésil garde le même rôle? Ça n'est pas évident. Je vous invite là aussi... Alors sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, vous trouverez plein de petits best-of et compilations de ces phrases chocs. Bolsonaro a évidemment des prises de position qui sont très discutées dans le monde. Et si vous avez bonne mémoire, cet été, son inaction sur l'incendie qui ravageait la forêt amazonienne avait fait grand bruit dans le monde. Alors je vous invite à passer maintenant au petit 2 pour montrer que dans ce monde multipolaire, États-Unis comme Brésil, en tout cas, affrontent une concurrence nouvelle et une concurrence qui est planétaire. Alors, la première flèche, c'est pour nuancer justement tout ce qu'on vient de dire sur cette hyperpuissance américaine. Vous savez que le mot n'est même plus utilisé concernant les États-Unis puisque ce modèle américain fait beaucoup moins rêver. On sait bien que leurs interventions militaires, notamment depuis les années 2000, ont été pas mal critiquées, notamment en Irak. L'arrivée au pouvoir de Donald Trump ne facilite pas non plus les choses sur ce soft power américain, ou en tout cas sur le côté diplomatique qui auparavant, avec peut-être l'ère Obama, avait une autre image. Là, vous savez que Donald Trump, diplomatiquement parlant, prend des positions qui sont tout autres. On en a parlé dans notre leçon en histoire. Et puis évidemment, d'un point de vue économique, la Chine est un concurrent qui n'est pas que pour les États-Unis, mais qui est également pour le Brésil. Alors, justement, en parlant des défis brésiliens, je vous invite à regarder cette petite vidéo et puis on en rediscute juste après. L'info écho avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Philomé. On est à 2 jours du premier tour des élections générales au Brésil et nous allons essayer de mieux comprendre la situation économique de ce pays. Le Brésil, une économie fragilisée par des années de récession, la croissance est faible. Le pays fait face à des défis majeurs, des défis d'envergure. D'abord, quels sont ces principaux points de fragilité de l'économie brésilienne ? Alors, il faut d'abord rappeler que la première économie d'Amérique latine traverse depuis quelques années déjà, Philomé, une période de forte turbulence avec cette récession en 2015 et 2016, un net recul du PIB dans le pays, moins 7% sur 2 ans, donc cumulé sur 2 ans, vous allez le voir, avec moins 3,5% en 2015, moins 3,5% en 2016. Cela dans un contexte donc de crise politique dans le pays avec des scandales de corruption. Rappelons aussi que le pays est classé 96e dans le monde pour l'indice de perception de la corruption de l'organisation non gouvernementale Transparency International. Puis l'activité économique, elle commence à reprendre doucement à partir de 2017, plus 1%, plus 1,4% attendu également cette année selon la Banque centrale du Brésil. Mais cela, Philomé, ne suffit pas pour créer des emplois. Le chômage a nettement progressé au cours des dernières années. Il était à 6,7% de la population active en 2014. On a progressé presque le double en 2017, 13,3% de la population active. Il y a aujourd'hui plus de 13 millions de chômeurs au Brésil. Et dans ce contexte-là également, c'est la pauvreté qui augmente fortement dans le pays. Il y a, vous le voyez, 23 millions de Brésiliens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 6 millions de plus qu'en 2014. Un contexte également propice à l'accroissement des inégalités
l'inégalité dans le pays. Le Brésil est le 9e pays le plus inégalitaire au monde. Et cette augmentation donc, de l'inégalité que vous voyez, eh bien, elle favorise aussi la criminalité selon cet économiste que je vous propose d'écouter. Le Brésil est l'un de ces pays où une partie de la population vit encore comme au 19e siècle, tandis que l'autre est déjà dans le 21e siècle. Cette inégalité conduit à davantage de criminalité et d'instabilité politique. Autant dire, Lynn, quel que soit le président brésilien qui sera élu, il fera face à des défis majeurs. Alors oui, et parmi ces principaux défis, ça sera de redresser les comptes publics du pays qui sont dans le rouge, malgré donc des années de politique d'austérité. Vous le voyez, cette année, le déficit budgétaire est attendu à 8,3% du PIB et la dette publique, eh bien, elle a fortement progressé au cours des dernières années sous l'effet donc du recul du PIB. Donc ce ratio dette sur PIB, il était à 58,5% en 2014, il a fortement progressé à 77,3% cette année et il devrait continuer cette progression. Il ne pourra pas se stabiliser selon la Banque mondiale si le pays ne met pas en place des politiques pour une croissance plus forte, pour qu'il se stabilise. Donc il faudrait une croissance autour de 4% du PIB par an d'ici 2030. Autant dire que c'est très difficile à réaliser. Puis parmi les autres défis, notamment mis en avant par la Banque mondiale, vous allez le voir, eh bien, il y a à côté de ces déséquilibres budgétaires, la productivité qui reste faible dans le pays, mais aussi des services publics comme l'éducation et la santé qui ne sont pas suffisamment assurés, suffisamment fournis aux Brésiliens. Et puis, autre dossier explosif pour le prochain président, c'est le financement des retraites. Comment réformer le système des retraites dans un pays qui fait face lui aussi à un vieillissement rapide de sa population. L'issue du vote reste relativement incertaine, l'INRIFAI, mais les marchés financiers, les milieux d'affaires semblent avoir choisi leur candidat. Et ce candidat-là, c'est le président du parti d'extrême droite, Jair Bolsonaro. On l'a vu dans le courant de cette semaine, mardi, quand il y a eu un sondage favorable à ce candidat, eh bien, la bourse de Sao Paulo a fortement progressé. Également pour le réal, la monnaie brésilienne face au dollar. Cela a été de courte durée, mais il faut rappeler aussi que dans un premier temps, eh bien, les milieux d'affaires étaient plutôt favorables à un candidat du centre. Mais ils ont vu qu'aucun d'entre eux ne progressait, ne perçait dans les sondages. Ils se sont tournés donc vers ce candidat d'extrême droite qui, lui, avoue, certes, qu'il n'y connaît pas grand-chose à l'économie, mais il s'est choisi un conseiller économique, Paulo Guedes, qui plaît au milieu d'affaires. Donc, ce conseiller économique issu de l'école de Chicago, donc un économiste ultra-libéral et qui promet des privatisations pour financer la réduction de la dette publique et aussi la réforme du système de retraite vers un système par capitalisation. Nous suivrons évidemment avec beaucoup d'attention cette élection brésilienne. Merci, l'INRIFAI, c'était l'info. Alors, vous voyez que le Brésil, finalement, rencontre quelques difficultés, évidemment. Alors, en termes de croissance, on en reparlera. Il ne faut pas oublier non plus que le Brésil, depuis la Seconde Guerre mondiale, peine à s'affirmer. Alors, c'est un pays qui, en général, siège parmi les membres non permanents au Conseil de sécurité. Plusieurs fois, il a été reconduit. Mais sachez, par exemple, que ses voisins latino-américains ne votent pas toujours pour lui. Une manière de montrer qu'ils ne se sentent pas forcément représentés par ce géant sud-américain. Donc déjà, ça permet de nuancer un petit peu sa puissance. Et puis, on voit bien que ses voisins américains eux-mêmes peuvent être des concurrents. Et puis, n'oubliez pas que certes, le Brésil fait partie des BRICS, mais la Chine est aussi un concurrent pour le Brésil. Donc, c'est un pays qui peine encore à s'affirmer. Et puis, bien sûr, quelque chose qu'il faut absolument dire concernant le Brésil, c'est qu'on a longtemps cru que c'était un pays, j'avais introduit la leçon en le disant, qui allait connaître une croissance énorme. Et bien, vous le voyez, en fait. Regardez, par exemple, par ce petit diagramme, on voit effectivement il y a eu un moment où la courbe de croissance se portait bien et puis il y a eu déjà une récession et puis effectivement vous voyez là il y a une croissance qui affiche des chiffres assez alarmants. On voit que toutes les petites courbes et diagrammes qui sont devant vous montrent que ce Brésil qui était attendu comme un futur géant mondial peine aujourd'hui à s'affirmer à la fois politiquement, diplomatiquement et bien sûr économiquement. Alors, pour conclure cette leçon, je vous invite justement à reprendre ce constat qu'on avait fait dans l'introduction. On s'était posé la question donc d'un Brésil en pleine croissance et on s'était posé la question des États-Unis en déclin possible. Alors, il y a deux couvertures de journaux qui sont pas mal à utiliser, par exemple si vous voulez ouvrir
une composition, lorsque vous avez terminé une compo éventuelle là-dessus, si vous voulez conclure et ouvrir, bah, par exemple, regardez, vous avez ce numéro de The Economist qui en 2009 s'interroge, même pas s'interroge, affirme le Brésil décolle. Et puis bah, regardez, vous avez la reprise de cette même couverture mais en 2013. Et en gros, on se demande si finalement le Brésil ne va pas tout simplement s'écraser. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on imaginait en 2009 avec une véritable croissance, bah en fait le Brésil est clairement là avec une croissance qui est beaucoup moindre que ce qui était évoqué, voire même une récession. Et puis il y a aussi celle-ci pour les États-Unis pour nuancer ce que l'on avait vu. Par exemple, on s'était posé la question du déclin. Et regardez, si vous regardez le Time dans ce sens-là, si vous prenez le magazine dans ce sens-là, on voit qu'il est écrit « Oui, l'Amérique est en déclin ». Mais que ce même magazine, si vous le retournez, ben non, en fait, lorsqu'on regarde les classements mondiaux, il faut quand même nuancer cette idée d'un déclin américain. Et aujourd'hui, force est de constater que les États-Unis restent premiers dans de nombreux domaines économiques, politiques, culturels, diplomatiques, et ce qui leur permet aujourd'hui d'être toujours, comme c'est écrit sur cette couverture, les numéros 1. Voilà, donc j'espère que mes explications vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair, ainsi que les vidéos que j'ai intégrées et les images du diapositive que j'aurais dû vous projeter en classe. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous enverrai un petit quiz en fin de semaine pour vérifier que vous avez bien acquis tout ça. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes révisions et puis surtout, prenez soin de vous et de vos proches dans ce moment qui est évidemment un petit peu perturbé. Bon courage à tous.